Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler Formule 1, on va faire le débrief, les notes, le carnet de notes un petit peu de ce Grand Prix de Hongrie, troisième manche de la saison 2020 de Formule 1, saison un petit peu particulière. Normalement la Hongrie ça arrive plutôt à mi-saison, on n'a jamais eu la Hongrie aussi tôt, on va dire, dans la saison, mais à peu près la même période de l'année qu'auparavant. Des conditions difficiles sur ce week-end par rapport à un Grand Prix de Hongrie habituel, c'est-à-dire des températures très basses, une piste plusieurs fois nettoyée par la pluie, une séance de L2 qui n'a servi absolument à rien contrairement à d'habitude, ce qui fait qu'on n'a pas pu tester véritablement son rythme de course dans les conditions de température que l'on aurait eu lors du Grand Prix, ce qui n'était pas extrêmement grave vu que la course a démarré avec une piste humide, une piste lavée plusieurs fois. Ferrari, ça va pas beaucoup mieux, mais on va revenir dessus. On parlera également des Français, Grand Prix difficile pour les Français, ce qu'a noté bien entendu la Fédération Française de la Loose avec 0 points sur ce week-end. Et puis des bonnets d'âne habituels, une équipe As revigorée en course. Enfin plein de choses à dire avec ce Grand Prix. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Et avant de commencer par le bilan des Bleus, il faut rappeler que Renault a reporté une réclamation contre Racing Point. C'est au sujet, encore une fois, des écopes de frein, donc comme le week-end dernier. Donc je ne vais pas vous expliquer l'histoire. Si vous voulez connaître l'histoire, il faut regarder la vidéo de la semaine dernière ou avoir écouté les différentes interventions de Julien Febvre sur ce sujet. Il y a également un deuxième point de règlement qui fâche, c'est des évolutions. Il y aurait une faille dans le règlement qui permettrait de faire des évolutions un peu plus importantes que prévu sur certaines pièces de la voiture. Donc ça, c'est aussi en train d'être vérifié par la FIA, parce qu'il semblerait que AlphaTauri et Racing Point aient vu ce point de règlement. Après, si c'est une faille dans le règlement, très clairement, les voitures seraient donc légales. Elles auraient juste exploité une faille du règlement. Donc ça sera encore à suivre. Et puis après la course, les As ont perdu une position, mais j'y reviendrai quand je parlerai de Grosjean. Et puis Red Bull, qui avait été accusé d'avoir asséché l'emplacement de départ d'Albon et de Verstappen, cette accusation a été annulée car sur les vidéos, les mécaniciens de Red Bull n'asséchaient absolument pas cet emplacement. Donc voilà, sur tous les points, avant de passer au débrief, voilà tout ce qui s'est passé depuis que le Grand Prix s'est terminé. Je rappelle que j'enregistre cette vidéo à 11h ce lundi 20 juillet. Donc du côté des Bleus, on commence avec Pierre Gasly. Pas facile de noter le Grand Prix de Pierre parce qu'il a eu tellement de problèmes mécaniques sur ce week-end que soit on note la performance juste en prenant les résultats là, basiquement, et dans ce cas-là, oui, c'est un mauvais week-end de course. Soit on essaye d'être un peu plus intelligent que ça et de prendre en compte la performance du pilote sur ce week-end, sans totalement prendre en compte les problèmes mécaniques. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, j'ai décidé de lui mettre un 12 sur 20. Mais encore une fois, c'est très difficile de noter Pierre Gasly. EL1, il peut pas rouler de toute la séance d'essai libre 1. La séance d'essai libre 2, elle est complètement sous la pluie, donc il fait 5 ou 6 tours, mais quasiment rien sur sa journée de vendredi. Samedi, en EL3, pas mal de problèmes encore sur sa voiture. Il roule, mais il a des coupures moteurs. Coupures moteurs qui ne sont pas résolues pour les qualifications, ce qui devient très, très difficile. Il arrive quand même à passer en Q3, malgré tous ses soucis, à être devant Kvyat, son équipier, et à être mieux qu'Albon également. Malgré tout, il ne peut pas faire la séance de Q3 pour essayer de résoudre le problème. Et en course, problème de boîte de vitesse au bout d'une dizaine de tours de course, enfin quasiment rien, 15 tours de course, et problème de boîte de vitesse avec des performances de toute façon qui étaient en net retrait. Il semblerait qu'il avait des soucis depuis déjà quelques boucles avec un problème de boîte de vitesse. Bon, si on prend la performance, il est devant son équipier pendant une grande partie du week-end. Il fait une qualif qui est encore exceptionnelle parce qu'il aime les conditions difficiles en qualification, ça c'est clair et net. Après,
Moi, je trouve dommage du côté d'AlphaTauri de ne pas avoir changé le moteur dès la séance de L1 ou après la séance de L3, en s'apercevant très clairement qu'il y avait un problème qui clochait dans cette voiture. Quand on voit le nombre de pièces qu'ils ont démontées pendant la séance d'essai libre 1, on voyait les mecs, ils étaient en train de tout vidanger, de regarder toutes les pièces. Tu t'aperçois qu'au final, ils n'ont pas changé de pièces importantes. C'est dommageable, surtout qu'on savait dès le vendredi que le dimanche, on aurait certainement de la pluie. Donc c'était des conditions où on pouvait avoir on pouvait dépasser, on pouvait avoir des changements stratégiques. Ce qui est même incroyable, c'est qu'il a plu beaucoup moins que prévu, en fait, dimanche. Ce qui était prévu, c'est qu'on ait une belle averse dimanche. Il a plu un peu moins que prévu parce qu'il a plu avant la course. Malgré tout, c'était quand même, je dirais, peut-être le circuit où, en termes de stratégie, on peut avoir pas mal de stratégies différentes. Donc c'était peut-être un des circuits où on pouvait peut-être changer quand même quelques pièces du moteur. Ils n'ont pas pris le risque. Je trouve ça dommageable parce qu'au final, c'est 0 pointé alors qu'il y avait peut-être la possibilité de récupérer 1 ou 2 points. On s'aperçoit quand même, encore une fois, que la voiture bouffe un peu les pneus, parce que Kiat n'a pas eu un grand prix facile. Gasly, après, on n'a pas pu le voir un peu plus longtemps. Mais voilà, c'était difficile de noter Pierre Gasly sur ce week-end. Donc 12 sur 20 pour le pilote français. Pas grand-chose d'autre à dire. Grosjean, 11 sur 20. Pourquoi que 11 sur 20 ? Parce que vous verrez que la note de Magnussen est supérieure. Derrière Magnussen, une partie du week-end. Derrière Magnussen, alors les écarts sont pas non plus énormes. Mais par exemple, en EL1, c'est là où les écarts étaient les plus importants, je crois. Me rappeler, hop là, il est à 170 millièmes. En EL3, il est également juste devant pour 2 dixièmes. Donc voilà, c'était pas mal. Par contre, dans les moments où ça comptait, il s'est retrouvé derrière, que ça soit en qualification ou en course. En course, il a indiqué sur sa page Facebook, parce que je suis la page Facebook de Romain Grosjean, qu'il avait eu un problème d'aileron. Il a même dit qu'on va encore dire que je me plains tout le temps, mais il aurait eu un contact avec Albon. On reviendra sur Albon, qui a été assez agressif pendant toute la course, mais il a eu un contact avec Albon, ce qui a endommagé son aileron avant, pas mal de pertes aérodynamiques qui semblerait sur sa voiture, et il a eu une course un peu plus compliquée. Il finit quand même 14e, je crois 15e, voilà, avec la pénalité derrière qui est intervenue après. La stratégie était un peu moins bonne que pour Magnussen, je trouve, sur le reste de la course. Malgré tout, voilà, au stand, ça s'est bien passé. Je rappelle qu'ils ont une pénalité parce qu'on leur a indiqué de rentrer au stand, ce qui est interdit lors d'un tour de mise en place. Lors d'un tour de mise en place, l'équipe n'a pas le droit de vous donner d'indications sur comment chauffer la pneu, mais également sur de la stratégie. Donc il semblerait que c'est pour ça qu'on ait reproché ça à Haas, et c'est pour ça qu'ils aient eu des pénalités. Derrière Magnussen, c'est pour ça qu'il a une note un peu moins bonne. Derrière Magnussen aussi en termes de notation, parce qu'il ne marque pas de points. À cause de son problème d'aileron, c'est pour ça que j'ai pas voulu lui mettre une note en dessous de la moyenne non plus. Le week-end n'est pas si mauvais que ça pour Romain Grosjean, parce que en termes de rythme, on a vu qu'en course, ils étaient quand même mieux qu'en qualification. Ils sont devant les Alfa Romeo, les devant Alfa, donc ça c'est bien aussi. Après, il y a encore beaucoup de travail sur la voiture, ça c'est clair et net. Mais ça va mieux, il n'y a plus de soucis de fiabilité aussi. Maintenant à lui de rattraper son retard face à Magnussen, parce que si Sergio Pérez est sur le marché, ou même Vettel, on ne sait jamais, et qu'il y a pas mal de jeunes pilotes qui sont performants en F2, ça pourrait donner des idées à Gunther Steiner pour prendre de nouveaux pilotes et insuffler un nouveau souffle à cette équipe Haas, même si on ne sait pas quelle est la situation économique en ce moment de Haas, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur l'avenir de cette équipe en Formule 1 dans l'année prochaine, mais même dans les 2-3 ans. Le projet était très ambitieux en 2016, il a l'air de l'être beaucoup moins aujourd'hui. Et puis on passe à Esteban Ocon, pour finir avec les pilotes français. 8 sur 20 pour Esteban Ocon, pour une raison simple, il s'est retrouvé tout le temps derrière Ricciardo, et avec un écart de performance assez flagrant, c'est-à-dire de l'ordre de 4 à 5 dixièmes au tour, ce qui est beaucoup trop de la part d'Esteban Ocon. On ne l'a pas recruté pour qu'il soit aussi loin. J'avais dit lors de ma présentation du Grand Prix que un des enjeux de la course, ça serait de savoir si Ocon allait réduire encore son écart par rapport au week-end dernier. Le week-end dernier, il y avait un dixième. Et bien là, ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai qu'en course, il y avait vraiment un gap de performance énorme
pour Esteban Ocon. Alors peut-être aussi qu'il n'a pas été aidé par le fait que c'est un week-end où on a eu des conditions pas faciles, on n'a pas pu travailler son rythme de course en EL2, pas mal de pluie, mais une course qui s'est déroulée en majorité sur le sec. Donc ça n'a pas été facile pour Esteban. Je pense que Renault a aussi été un peu trop prudent sur sa stratégie. Avec Esteban Ocon, il aurait fallu partir avec des softs. Bon, on n'a pas pris ce risque-là. Surtout qu'Esteban Ocon est très très bon dans les conditions difficiles. Hein. Donc c'est un pilote qui maîtrise ce genre de conditions. Mais du côté de Ocon, toujours derrière Ricciardo, avec un écart assez important. Sauf en qualification, où il n'y avait que 80 millièmes entre les deux. Mais sinon, pendant tout le week-end, ça a été difficile. Pas qualifié en Q3. Pas de points également sur ce Grand Prix, donc il va falloir un petit peu se réveiller pour les prochaines courses. Silverstone, ça va déjà être une manche importante pour le pilote français s'il veut montrer à Alonso, par exemple, que ce n'est pas simplement un faire-valoir. On passe au pilote au top. Bon, bah parmi les pilotes au top, hein, je vais pas vous faire de surprise. Il y a un certain Lewis Hamilton. Bon, Lewis Hamilton sur le week-end, pas compliqué. Là, je vous regarde pas trop parce que je suis en train d'afficher un autre truc à mon écran d'ordinateur. Lewis Hamilton, qu'est-ce qu'on peut dire de Lewis ? Très très fort pendant tout le week-end de course. Il a mis une branlée à tout le monde. En qualif, il colle encore. Si je reviens le temps de qualif, il colle un dixième, mais en course, il avait vraiment un meilleur rythme de course. Malgré le fait qu'il n'ait pas utilisé le DAS quasiment de tout le week-end, parce que contrairement à Bottas, lui il faisait des tours rapides, donc il n'utilisait pas le DAS selon ses dires, hein, mais il semblerait qu'au niveau des images de caméra embarquées, c'était également le cas. Moi, c'est vrai que sur toutes les images que j'ai vues des qualifications, on ne le voyait jamais pousser le volant, ou ce que j'avais pu voir, c'était en Styrie, où à un moment il avait poussé le volant pour remettre le volant dans la bonne position. Donc là, ils n'ont pas utilisé le DAS, je rappelle ce système de direction sur deux plans qui active donc qui permet de tourner le volant, mais également de changer l'angle de pincement des roues, l'angle de convergence ou divergence des roues, pour ceux qui ont fait un petit peu de physique-chimie et qui ont vu l'œil en physique-chimie en terminale ou en première. Donc du côté d'Hamilton, c'était vraiment un week-end parfait. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur Hamilton. Il gagne le Grand Prix, meilleur tour en course, pole position, ce qu'on appelle un magnifique hat-trick. Il est au-dessus. Hein. Depuis deux Grands Prix, là, il a vraiment une marche sur Bottas. Pas trop en essai libre, par contre en course il n'y a pas photo. En plus Bottas s'est un peu raté au départ, pas facile de partir depuis la deuxième place sur la grille de départ de Hongrie, hein. Il y a des statistiques assez troublantes, mais je crois que c'est 45% de victoire depuis la première place sur la grille de départ. C'est un circuit en plus qu'il affectionne parce qu'il a gagné des courses avec des voitures mauvaises sur cette piste, par exemple la Mercedes de 2013 qui n'était pas exceptionnelle, il avait quand même gagné la course, a détruisé 7 pneus, hein, cette voiture, mais c'est un circuit qu'il affectionne particulièrement. Il a toujours été bien avec la Mercedes, et là en plus elle est encore plus stable qu'auparavant, encore plus facile à conduire cette Mercedes, et donc là pour Hamilton c'est quasiment finger in the nose dans la voiture, le coude sur la portière, et puis voilà quoi, en avant Guingamp du côté d'Hamilton, mais week-end oui, où il n'y a pas grand chose à dire parce que week-end parfait. Du côté de Bottas, 16 sur 20, un peu moins parfait, malgré tout il finit deuxième, belle remontée en course. On s'aperçoit que la Mercedes est plus facile d'utilisation parce que tout simplement il a pu remonter en course tranquillement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Meilleure stratégie que Verstappen. Voilà, mais bon, après Red Bull, c'est pas des as en stratégie, ça n'a jamais été des as. Pas confondre avec la voiture, des as en stratégie. On se rappelle des erreurs qu'ils faisaient à l'époque de Vettel. Bon, c'est assez régulier chez eux de se faire avoir sur la stratégie, donc là ça a encore été le cas. Ils se sont fait avoir de la même manière que l'année dernière en plus, hein, avec un Bottas qui s'est arrêté sur une stratégie à un arrêt de plus, et ça a fonctionné, et Verstappen il n'a rien pu faire. Bon, après 16 sur 20 parce que la voiture fonctionne, mais on peut pas dire qu'il ait vraiment forcé son talent sur ce week-end de Grand Prix, et puis surtout l'écart avec Hamilton est quand même il finit derrière Verstappen, je suis con.
Mais j'étais bourré à ce moment-là. Il finit avec 9 secondes de retard quand même sur Hamilton, alors qu'il avait un meilleur rythme de course en fin de Grand Prix. Et Verstappen, oui, qui réussit à finir devant Bottas, c'est vrai. J'ai dit une bêtise, hein, c'est parce que faut savoir que la fin de Grand Prix a été assez complexe pour moi. Je n'avais plus d'internet, énormément de débit internet, donc j'ai dû regarder, j'ai dû lire le texte de l'équipe sur j'ai pas vu les 4-5 derniers tours de la course. Donc voilà, pile au moment où Bottas revenait très fort. Donc c'était un peu compliqué pour moi pour cette fin de Grand Prix. On continue avec Stroll, 17/20 pour Stroll. Week-end solide de la part de Lance Stroll. Devant Perez pendant une grande partie du week-end. Qualif fantastique où il fait 3e dans des conditions qui n'étaient pas si évidentes que ça en qualification. En course, on aurait pu croire qu'il allait faire son foufou, mais il est resté calme. Il n'a pas tenté de dépasser Bottas parce qu'il n'avait pas la capacité de le faire. Il n'a pas tenté de dépasser Verstappen parce qu'il n'avait pas la capacité de le faire. Après, l'écart avec les hommes de tête est un peu grand, 57 secondes, c'est un écart important, mais je trouve que par rapport à ce qu'il nous a proposé à l'année dernière par exemple, ou même sa dernière année chez Williams, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus intelligent. Et puis en plus, pourquoi je mets 17/20, ça c'est mon petit côté, j'aime bien, j'ai beaucoup tapé sur Stroll, sur sa passion. Sur le fait qu'il soit pas hyper passionné. Et là, il nous a montré enfin de la passion sur ce Grand Prix. Il nous a montré qu'il était heureux d'être là, qu'il avait envie de piloter dans une Formule 1. Et ça m'a rendu très content, très heureux de voir que certes, c'est un enfant qui a eu beaucoup d'argent et qui a un père qui a acheté une équipe de Formule 1, mais ça reste quand même un passionné de Formule 1. Parce que j'avais des doutes, que son père s'est pas dit un jour, il avait fait une course de karting face à des mômes de 5 ans alors qu'il en avait 15 et que son père s'était pas dit oh bah tiens je vais le faire pilote de F1 dis donc. J'avais l'impression à un moment que c'était ça, c'est-à-dire que s'il avait été il savait que s'il avait fait une Charlotte aux fraises à un moment et que ça avait été parfait, il aurait été cuisinier, tu vois, il aurait racheté le Georges V à Paris juste pour le mettre. Donc c'était assez surprenant à chaque fois Stroll, parce que quand il parlait de F1 tu le voyais toujours blasé. Et là c'est vrai qu'on a montré enfin de la passion. On continue avec Verstappen, 15/20. Pourquoi 15/20 ? Parce que de 0 à héros, finit quand même 2e. Mais bon, c'est avec sa bourde dans le tour de sortie. Voilà. Surtout que c'est pas comme s'il avait déjà eu une belle frayeur en sortant de la chicane. Notre ami Verstappen, donc il aurait pu faire un peu gaffe sur la fin du tour. On s'aperçoit quand même avec Verstappen qu'il y a quand même des tensions dans l'équipe. Parce que la situation est pas évidente, je trouve, chez Red Bull. Je trouve que la voiture est très difficile à piloter. C'est quand même un pilote depuis le début de saison, il a quand même déjà fait pas mal de tête à queue, pas mal de petites bêtises, on va dire. Dur à piloter parce que la fenêtre d'utilisation a l'air d'être aussi précaire que sur la Haas, c'est-à-dire ça se joue à 1 ou 2 degrés près au niveau de la température dans les pneus, donc c'est impossible d'être performant avec des voitures comme ça. Elle est trop exigeante, trop pointu. Ça fait partie des véhicules comme ça où quand c'est trop pointu, c'est impossible à utiliser. Ça me rappelle la Citroën C3 WRC dont se plaignait par exemple Chris Mick, qui disait tout le temps oui mais en fait c'est une bagnole de rallye mais il faudrait qu'elle roule sur un circuit quoi, parce que c'était impossible de s'en servir. Tu changeais de terrain, alors quand elle était au top elle était hyper rapide, elle foutait une branlée à tout le monde. Par contre, si le terrain lui convenait pas juste un petit peu, c'était une horreur à piloter. C'est pareil avec cette Red Bull. C'est une voiture qui est très difficile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, c'est dommage quand même pour Verstappen. Et en plus, il n'a pas un équipier qui arrive à s'adapter à sa voiture. Donc, et puis, il y a quand même des tensions parce qu'on le sentait très énervé dans sa voiture. Alors, ça se finit bien pour eux. Mais bon, ils ont quand même été chanceux sur ce week-end. Et puis on termine avec Magnussen pour les pilotes au top, bien entendu 15/20. Pourquoi 15/20 ? Parce qu'il marque les points de la 10e place, qui avec une Haas aujourd'hui est un miracle, surtout avec un moteur Ferrari peu performant, mais avec une voiture qui globalement est pas exceptionnelle. Bonne stratégie, voilà, s'arrêter au stand, c'était vraiment la bonne idée. Et puis il a été solide mentalement, parce que c'est pas simple quand vous vous faites dépasser par tout le monde de vous dire moi il faut que je me concentre sur mon temps global de course, pas sur
une séquence de 5 boucles ou de 10 boucles de tours où il faut que je sois performant. Non, il faut que je me concentre déjà sur une course sur le long terme. Et dès le départ, on lui a dit, son ingénieur au bout de 3-4 tours lui dit: t'inquiète pas si tu te fais dépasser par Stroll, par Bottas, par Verstappen, toi ton objectif c'est d'avoir le meilleur temps de course. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qu'il a très bien réussi, et ce qui lui permet de finir 10e, et donc de marquer un point pour Haas. Au moins Haas ne finira pas Fanny, et pour l'instant Haas est devant Alfa Romeo, et devant Williams, c'est-à-dire qu'ils sont 8e au championnat du monde des constructeurs. On passe aux pilotes moyens, on va essayer de faire un peu plus vite pour les pilotes moyens. Vettel 12 sur 20, pourquoi 12 sur 20? Vous allez me dire, je suis complètement fou, il finit que 6e du Grand Prix, à un tour en plus de Lewis Hamilton. Alors après l'écart de un tour avec Lewis Hamilton, j'ai envie de dire que c'est quasiment le même que l'écart de l'année dernière sur ce Grand Prix de Hongrie. C'est pas un circuit qui réussit énormément à Ferrari sur ces dernières années. Après, du côté de Vettel, ce que j'ai noté, c'est le fait qu'il fasse pas d'erreur, le fait qu'il soit devant Leclerc aussi, que ça soit en course, en qualification. Tout samedi, je crois qu'en EL3 par contre c'est Leclerc qui est devant. Hop, je retourne. Oui, en EL3 c'était Leclerc, mais en EL1, en qualif et en course, il est devant. Et ça c'est plus que satisfaisant pour un pilote comme Vettel, qui en ce moment est sur le marché des transferts, qui on sait a un contrat chez Racing Point, qu'on voit beaucoup parler avec Christian Horner. Ça m'étonnerait quand même qu'il n'y ait pas une offre du côté de Red Bull, parce que c'est le seul champion du monde avec une Red Bull, il faut quand même le rappeler. Et bon, ça discute quand même beaucoup, je trouve, dans le paddock avec Christian Horner qui lui a fait une vanne sur le fait que Ferrari avait enlevé son nom sur les Kawaii. Vettel n'a plus son prénom d'inscrit, contrairement à Leclerc, mais voilà, Christian Horner, ça m'étonnerait qu'il soit pas sur le coup. Voilà, sur Vettel. Surtout quand tu vois les performances d'Albon en ce moment. Après, il y a peut-être l'idée de remettre Gasly dans l'équipe l'année prochaine. Hein. Ça, c'est du côté de chez Red Bull, on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses. Mais ça m'étonnerait quand même qu'il n'y ait pas de discussion avec Red Bull. Il y a des discussions avec Racing Point, on le sait. Ça doit se faire. Ils ont encore 10 jours, Racing Point, parce que sinon, après, pour activer la clause libératoire de Perez, sinon, après, ils devront payer cher pour virer Perez. Il faut aussi qu'ils réfléchissent, Racing Point, c'est la perte de sponsors, parce que Sergio Perez, il vient avec des sponsors mexicains. Et puis Sergio Perez aussi, il a toqué à la porte de Haas, très clairement. Donc ça va encore discuter pas mal. Mais Vettel 12 sur 20, pas d'erreur. À part toujours ses soucis de frein, mais c'est depuis le début de saison, c'est le pilote qui a fait le plus de blocage de roues. Donc il y a vraiment un problème avec les freins de la Ferrari. Il a du mal à s'adapter aux freins de la Ferrari. Par contre, il s'adapte plus facilement à la voiture que Charles Leclerc. Or, je pense que vu qu'on avait déjà dans l'esprit de dégager Vettel avant les essais de pré-saison en février, qu'on ait quand même plutôt conçu la voiture pour Leclerc. Donc si Leclerc n'arrive pas à s'adapter à une voiture qui a été conçue pour lui, ça commence à être inquiétant. Mais Vettel, bon week-end. Après, pourquoi je marque 12 sur 20? Parce que je prends en compte également le matériel qu'il a. Si je prends en compte la réputation de Ferrari, c'est sûr que 6ème, c'est pas très bon. Mais vu le matériel qu'il possède aujourd'hui, c'est tout à fait satisfaisant la course qu'il a réalisée. On passe à Ricciardo. 12 sur 20 Ricciardo. Course solide, bon rythme. La Renault marche un petit peu comme l'année dernière pour Ricciardo. C'est-à-dire que en qualification, souvent il se fait éliminer en Q2, comme l'année dernière, où il est à la porte de la Q3. Par contre, en rythme de course, souvent c'est meilleur qu'en rythme de qualification. Et c'est encore le cas sur ce Grand Prix, c'est-à-dire que le rythme de qualif était pas dingue, le rythme sur un tour était pas dingue. Par contre, en course, il est fini 8ème, devant la McLaren de Sainz, meilleure voiture équipée d'un moteur Renault, pas si loin de Sergio Perez, qui pourtant est techniquement une voiture largement au-dessus. Donc non, Ricciardo, bon week-end, qu'il continue comme ça, parce que ça va aussi être intéressant pour lui dans sa saison 2021 pour McLaren, qui arrive dans une position où il a apporté beaucoup de points à son équipe l'année d'avant. C'est sûr que c'est toujours mieux quand vous arrivez dans une nouvelle équipe, quand vous avez fait une très très bonne saison l'année d'avant, parce que vous arrivez plein de confiance, plein de motivation, plutôt que quand vous arrivez en ayant fait une saison de merde. C'est l'objectif de Ricciardo. On a parlé de Sainz, 11 sur 20. Course sans histoire pour Sainz,
tout simplement. Ah oui, puis Ricciardo, ce que j'ai pas indiqué également, c'est que c'est la voiture qui a tenu les pneus le plus longtemps. Ricciardo s'est arrêté au 44e tour pour repasser des médiums. Et c'est pour ça qu'il a pu passer 2 fois des médiums. Ce qui était le pneu qui marchait le plus, c'est parce qu'il a une voiture qui dégrade très très peu les pneus. Et ça, c'est bien. On retourne sur Sainz, 11/20, course sans histoire devant Norris, où il a fait le service minimum, on va dire, en termes de résultats. C'est pour ça que c'est 11/20. C'est pour dingue, mais ça reste un service minimum, parce qu'il finit devant son équipier. Même si son équipier je pense, a dû avoir des problèmes techniques en course parce que vu l'écart de performance c'était énorme, mais derrière en qualif. Et depuis le début de saison, les derniers en qualif. Alors, si son rythme de course était exceptionnel comme l'année dernière, ok, je dis pas, mais il va falloir qu'il travaille les qualifications Sainz parce que depuis l'année dernière, il est en net retrait dans ce domaine-là. Face à un Norris qui a plutôt la baraka en ce moment, ça va être dur à tenir dans les semaines à venir. Et puis on continue avec Perez, 10/20 Perez, derrière Stroll dans les moments qui comptaient, c'est-à-dire en qualif samedi et dimanche, juste devant en L1. Il est dans le doute, Perez, on le sent, il y a du doute, il a envie de bien faire parce qu'il sait que sa place est menacée, parce qu'il veut montrer que c'est pas un branquignol. Mais c'est un pilote qui gère pas bien la pression, on se souvient chez McLaren, même chez Sauber, quand il était parti de chez Sauber, sur la fin il faisait connerie sur connerie, donc quand il est arrivé chez McLaren, il est dans le doute. Quand il est mis sous pression, Perez c'est pas le pilote le plus intelligent, on se souvient face à Ocon par exemple, hein, on se souvient de Spa par exemple, il a du mal à gérer la pression et comme on lui met la pression en ce moment parce qu'on parle énormément de Vettel et que les patrons de Racing Point ont du mal à se défaire de cette rumeur, il y a une interview assez mal réalisée par le patron de Racing Point, par le directeur exécutif on va dire de Racing Point, celui qui est en dessous de Lawrence Stroll, qui essaye de dire que non, il discute pas avec Vettel, mais c'est absolument pathétique la manière dont il le fait. C'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire en communication, je vais réussir à faire une phrase en français, c'est tout ce qu'il a réalisé. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment pour Perez, mais simplement un 10/20, et puis un écart en course assez important quand même avec Stroll. C'est-à-dire que il y a quand même quasiment 40 secondes d'écart entre les deux. Plus en qualification aussi, l'écart était si je reprends les qualifs, il y avait quand même un 10e. Ça fait beaucoup pour un pilote qui normalement doit se faire poutrer dans le Stroll. Donc quand vous le poutrez pas, c'est sûr que c'est toujours inquiétant pour vous. Et puis on finit avec Albon, 8/20, c'est à la limite entre bonnet d'âne et pilote au top. Il a marqué des points, certes, avec une 5e place, certes, mais à 1 minute 10 de Verstappen. L'écart est trop important, il est à au moins 5 dixièmes minimum pendant tout le week-end. Donc là, il y a un moment, il faut se remettre en question. Russell l'a défendu, ce que je trouvais très sympa de la part de Russell. Ça n'a pas pu à Verstappen, mais je trouvais Russell très sympa. Ça a l'air d'être un bon mec en passant Russell. Mais Albon, oui. Et puis en plus, il a été hyper agressif pendant tout le Grand Prix, par exemple face à Grosjean, mais face à d'autres pilotes aussi, où je trouve qu'il a pris beaucoup de risques. Et ça, c'est vraiment, j'ai le sentiment que c'est le pilote qui sait qu'il est attendu au tournant, qui sait que sa place est menacée. Donc qui commence à surconduire, surpiloter vachement. Parce qu'il a fait des manœuvres un peu trop posées à mon goût, et puis surtout il était énervé dans sa radio tout le temps, il s'est plaint que son équipe l'ait relancé dans le trafic. Enfin, ça me rappelle un peu Pierre Gasly l'année dernière à Hockenheimring, à partir de Hockenheimring, au Hungaroring aussi, où on sentait qu'il y avait vraiment une fracture entre lui et les équipes techniques, et là j'ai l'impression que c'est la même chose pour Axel Alexander Albon, donc je suis assez inquiet pour lui. Dans les semaines à venir, peut-être qu'on va avoir du changement du côté de chez Red Bull. Peut-être, c'est pas sûr, parce que je suis pas sûr que Pierre Gasly veuille retourner chez Red Bull si c'est Verstappen qui reste le top patron. S'il n'a pas, on va dire, une équité dans les performances de sa voiture.
On finit avec les bonnets d'âne hyper rapidement, parce que comme d'habitude, bien entendu, j'ai dépassé le timing que j'avais prévu. On commence avec Williams. On va faire Williams en global. Russell et Latifi, 7 sur 20 pour les deux. Pourquoi 7 sur 20 pour Russell et Latifi? Parce que d'un côté, Russell, derrière Latifi sur le départ de la course. En course, il est un peu trop prudent, j'ai l'impression, Russell. Et face à un jeune aux dents longues comme Latifi, il souffre un petit peu. À des moments, il faut quand même prendre des risques. Comme l'année dernière, il avait Kubica, il s'est un peu endormi sur ses lauriers. Là, il a Latifi qui est un peu plus performant quand même que Kubica, donc il faut tabasser un peu plus. Et puis, devant quand ça comptait, vraiment devant en termes de rythme en qualif, donc ça c'est important, comme pour Russell. Et puis du côté de Latifi, 7 sur 20 parce qu'il en a trop fait, parce qu'en termes de performance, parfois en retrait par rapport à Russell, parce qu'il y a eu des têtes à queue, il y a eu la crevaison en sortant des stands, parce qu'il y a eu le tête à queue derrière, dans le virage 5, qui est pourtant pas un virage où c'est évident de faire ce genre de manœuvre. Donc en plus il était très très loin dans le je sais pas ce qui a branlé pour sortir dans ce virage là. Ouais, week-end difficile pour Williams. C'est-à-dire, on sait qu'il y a du mieux chez Williams. Maintenant, d'un point de vue comptable, il y a toujours 0 point pour l'équipe. Ce qui est frustrant parce qu'on sent que la performance est là. Après, c'est une voiture qui a l'air d'avoir peu d'appui, et avoir un gros moteur. Donc, pour Monza et Spa, peut-être qu'ils seront là chez Williams. On les attend de toute manière, un peu plus que les années précédentes. Kvyat, 7 sur 20. Qu'est-ce qu'on peut dire de Daniil Kvyat, le russe? Lui aussi sur la sellette. Plus que sur la sellette, parce qu'on parle de Vettel. Mais on pourrait parler également d'un Sergio Perez, même s'il ne vient pas de la filière Red Bull. Du côté de la filière Red Bull, bon, Tsunoda, je pense, c'est encore un peu tendre. Daru va là aussi, donc ça ne devrait pas arriver tout de suite. Et puis en F3, on ne peut pas dire que Liam Lawson nous émerveille en ce moment, à part d'un moteur explosé lors du dernier Grand Prix. Bon, pour Kvyat, ça a été difficile, 7 sur 20. Pourquoi une note moins bonne que Gasly? Parce qu'il est derrière Gasly en qualification, alors que Gasly, en tout et pour tout, avant les qualifications, je ne sais même pas s'il avait 150 km dans les pattes, dont au moins une bonne cinquantaine sous la flotte. Mais je ne suis même pas sûr qu'il avait 150 km, quoi. Il avait fait 6 tours ou 7 tours sous la pluie. Donc x 4 km, ça fait 24 ou 25. 16. Donc ouais, il avait 110, 120 km plutôt dans les jambes. Il finit quand même derrière, alors que lui, il a pu rouler énormément en EL1 et en EL3. Il n'a pas eu les problèmes techniques qu'a eu Gasly en plus. Devant en course, mais avec Gasly qui avait déjà ses problèmes de boîte de vitesse au bout de 2-3 tours. Donc c'est pas très représentatif. J'ai l'impression quand même qu'il manque de rythme. Un petit peu Kvyat. Surtout, il est face à un Gasly qui est très performant. Donc c'est là où il y a une différence de niveau assez importante. On passe à Norris et Raikkonen rapidement du côté d'Alfa Romeo. 6 sur 20. J'ai mis Norris et Raikkonen. Je vais repartir à 0. Norris, on va le faire rapidement. 6 sur 20, pas dans le coup pendant toute la course. Donc je ne sais pas s'il n'a pas eu un problème technique, notre petit Lando Norris. Mais très très loin en termes de rythme. Il n'a pas pris un bon départ. Puis ensuite en course, il était largement derrière Carlos Sainz. Peut-être qu'il mangeait ses pneus, mais c'était compliqué pour Lando Norris. On passe maintenant à Alfa Romeo avec Raikkonen et Giovinazzi. 6 sur 20 pour Raikkonen. Malgré des erreurs, parce qu'il est derrière Giovinazzi en qualification. Erreur sur la grille de départ où il rate son emplacement, enfin se place pas bien dans l'emplacement, ce qui est une erreur assez stupide. Donc c'est là où ça me fait penser que Raikkonen il est pas dedans, il est plus dedans, et ça m'étonnerait qu'il reste en Formule 1 l'année prochaine vu la performance de la voiture. Mais on ne sait jamais, mais j'ai l'impression qu'il a plus du tout la passion là en ce moment, et que de toute manière en termes de performance pure, il est pas meilleur que Giovinazzi, qui est pourtant pas, je dirais peut-être pas l'un des meilleurs pilotes au monde non plus.
Erreur sur la grille de départ. Il finit quand même. C'est pour ça que je mets 6 sur 20 et que vous verrez Giovinazzi a une note un peu moins bonne parce qu'il finit 20 secondes devant Giovinazzi, ce qui est quand même un écart important. Donc il a un peu poutré son équipier en course. Et puis Giovinazzi 5 sur 20, bonne qualif. Mais en course, pas de rythme. Donc c'est pour ça 5 sur 20. On peut pas dire grand chose sur le rythme de Giovinazzi. C'était pas bon. En rythme, j'ai hésité avec un 4 sur 20, mais je me suis dit non, allez, 5 sur 20, on va être gentil. Et puis Leclerc, 4 sur 20, rien n'a marché. La voiture n'est pas bonne, peut-être, mais il est quand même largement devant Vettel. Il s'est plaint tout le temps dans la radio. Il a mangé ses pneus parce qu'il a, même les pneus hard, il les tenait pas. Je veux bien que le premier train de pneus slick, c'était des softs, qu'il ait eu du mal à les tenir, mais après les hard, il les tenait pas du tout. Entre la stratégie qui n'a pas marché, en qualif il est derrière, alors qu'il devrait poutrer Vettel parce que la voiture a été quand même plutôt conçue pour lui, je pense. Plus le fait qu'il soit énormément énervé dans la voiture. Alors que quand on est dans une situation de crise comme ça chez Ferrari ça marche pas comme les autres équipes. Il faut quelqu'un de positif qui booste un peu l'équipe, comme pouvait l'être Schumacher. En 96, il n'est pas négatif comme ça, Schumacher. Parce que, comme le disait Jean Todt, c'est Jean Todt qui disait ça, il faut être positif chez Ferrari. Même quand c'est la crise, il faut être positif. Et le problème, c'est que dans cette équipe, on a l'impression que tout le monde est au fond du trou. Et c'est également le cas avec Leclerc. Donc c'est dommageable et il faut que ça change du côté de Charles Leclerc. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mais non, pas tout de suite. J'ai fait comme la semaine dernière, dis donc. En plus, le classement pilote ne s'est pas affiché, ce qui est toujours très drôle. Donc on va continuer avec Charles Leclerc. Du côté de Charles Leclerc, ça a été un peu compliqué quand même sur ce week-end de course et j'attends beaucoup mieux de lui dans les week-ends à venir. On passe donc au classement pilote. Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas. Vous voyez qu'Hamilton en plus a pris le point du meilleur tour en course, 5 points d'avance. On retrouve déjà Verstappen déjà à 30 points de Hamilton. Ensuite Lando Norris, Albon qui est 5e, mais pas exceptionnel non plus. Perez, Leclerc, Stroll, Carlos Sainz et Vettel, premier français Gasly devant Ocon. Romain Grosjean, quant à lui, n'a toujours pas marqué de points, comme Latifi, Raikkonen et Russell. Et puis le classement constructeur, Mercedes largement devant avec le double de points de Red Bull, 121 points pour Mercedes, ils dominent et je pense qu'ils seront champions constructeurs très très tôt. On retrouve ensuite Red Bull Honda, qui est devant McLaren pour le moment toujours troisième force du plateau, mais belle bagarre avec Racing Point. Ferrari 5, Renault 6, Alpha 7 devant AlphaTauri 7, Alfa Romeo 8, As 9 et Williams 10 qui devra donc marquer un point foncièrement pour passer devant As au classement constructeur. C'est dommage pour Williams que les équipes qui pourtant ne soient pas très performantes soient devant au niveau du classement des points. Ils vont regretter leur course du côté du Grand Prix d'Autriche, du premier Grand Prix d'Autriche où il y avait eu pas mal d'abandons. Peut-être que ça va être encore le cas du côté de Silverstone dans 2 semaines. Donc nous on fera la présentation du Grand Prix de Silverstone, enfin des 2 courses à Silverstone, parce que de toute manière ça sera la même présentation pour les 2. Et puis, donc ça sera dans 2 semaines. Sur la chaîne, vous allez avoir la MotoGP, les audiences, la Moto2, la Moto3, la F2, la F3. Programme très chargé. Et puis, on se retrouve donc pour... N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!